Il arrive parfois qu'une simple lettre oubliée, un parfum éteint ou une clé sans serrure suffisent à réveiller les ombres les mieux enfouies. Quand les souvenirs refusent de mourir, c'est à la vérité de trouver le chemin. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi, près des... Entrons dans l'histoire. Le train ralentissait à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne silencieuse de la vallée de la Loire. Hercule Poirot, confortablement installé dans un compartiment de première classe, observait par la fenêtre les silhouettes paisibles des saules inclinées, les vignes endormies sous un ciel voilé. Tout respirait le calme, et pourtant, une légère crispation agitait ses célèbres moustaches. Il replia avec soin la lettre qui avait motivé ce voyage, une missive signée « Madame de Bracieux », veuve d'un ancien magistrat, propriétaire du manoir de Saint-Loup. Elle ne contenait ni menace, ni plainte concrète, seulement une évocation troublante. Quelque chose rôde ici, monsieur Poirot. Une présence que je ne parviens ni à nommer ni à chasser. Une telle formulation, si vague et pourtant si pesante, avait éveillé chez le détective une attention immédiate, car Poirot savait lire entre les lignes. Là où les mots manquaient, les émotions, elles, criaient. Et il y avait dans cette lettre une peur contenue, une tension dissimulée avec l'élégance douloureuse des vieilles familles françaises. Le train s'immobilisa enfin à la petite gare de Saint-Loup-sur-Loire. Poirot descendit, valise à la main, le cœur déjà en alerte. Une automobile noire d'un autre temps attendait sur le quai. Le chauffeur ne dit mot, se contentant d'ouvrir la portière avec une raideur respectueuse. Le trajet vers le manoir se fit en silence, à travers des allées bordées de platanes aux branches nues. La demeure apparut au détour d'un virage, imposante, sévère, bâtie en pierre claire, les volets tous fermés sauf un, à l'étage. À la porte, Madame de Bracieux accueillit Poirot avec un sourire poli mais distant. Grande, mince, impeccablement mise, elle incarnait cette noblesse provinciale figée dans ses habitudes et ses douleurs. Sa poignée de main fut brève, son regard calculé. « Monsieur Poirot, je vous remercie d'être venu si rapidement. » Elle ne l'invita pas à entrer tout de suite. Une légère pause suivit, comme si elle hésitait, encore à révéler ce qu'elle avait déclenché. Puis, se ravisant, elle guida Poirot dans un vestibule aux murs tendus de tapisseries anciennes. « Vous verrez, ici tout semble parfaitement normal, » dit-elle, en ôtant ses gants. « Et pourtant, je n'ai plus dormi une nuit entière depuis l'arrivée de cette jeune femme. » Poirot ne posa pas encore de questions. Il observait déjà les silences, les absences, les regards échappés dans les couloirs. Et il nota, avec précision, la manière dont la maîtresse de maison s'était arrêtée avant de prononcer « jeune femme ». Dans l'après-midi, Madame de Bracieux s'éclipsa sous prétexte d'une migraine. Poirot, resté seul dans le petit salon, feuilletait distraitement un recueil de prières anciennes lorsqu'un mouvement attira son regard. Il s'approcha de la fenêtre haute qui donnait sur les jardins d'hiver, près de la haie du fond, à l'endroit où le domaine cédait place à la forêt. Une silhouette apparut brièvement. Une femme, immobile, en uniforme rouge vif. Le rouge frappa Poirot comme une gifle dans ce paysage hivernal, tout en tons de gris et de brun. La coupe de la tenue était étrange, presque ancienne, et la posture figée de la femme évoquait moins une présence vivante qu'une image du passé surgie dans le présent. Il plissa les yeux, mais déjà, elle avait disparu derrière les branches. Intrigué, il descendit aussitôt, traversa les allées, atteignit l'endroit. Rien. Aucune trace dans le gravier humide,
Aucune silhouette rouge parmi les buissons. Revenu dans le salon, il interrogea discrètement la domestique qui passait. « Il n'y a pas de nourrisson rouge ici, n'est-ce pas ?» La servante eut un rire nerveux. « Une nourrice ? Non, monsieur. Ça ne se fait plus depuis longtemps. » Le lendemain matin, Poirot flâna dans la cour arrière du manoir. Le jardin semblait figé dans un éternel novembre. Les statues, les ifs taillés, le silence. Puis, au détour d'une allée, il s'arrêta net. Sur un banc de pierre, à demi recouvert de feuilles mortes, reposait une poussette d'enfant. Brisée, la roue droite tordue, son tissu déchiré, laissait apparaître un rembourrage jauni. L'objet semblait abandonné depuis longtemps. Et pourtant, la rosée fraîchement déposée sur l'assise prouvait le contraire. Poirot se pencha. Une pellicule de terre sur l'une des poignées, et surtout un détail, un mince fil rouge accroché à une épine de rosier voisine. Il le détacha avec précaution, le roula entre ses doigts. Rien dans ce jardin ne portait cette couleur, sauf cette silhouette de la veille. Il redressa la tête, scrutant les fenêtres du manoir. Toutes étaient closes. Il n'y avait que le vent, et ce silence, un peu trop parfait. Poirot se redressa lentement, le fil dans la main. L'ordre apparent cachait toujours une vérité dissimulée. Et ce fil, dérisoire en apparence, pouvait bien être le premier nœud d'un passé prêt à se défaire. La nuit venue, le manoir s'enveloppa d'un calme feutré, presque cérémoniel. Poirot, installé dans une chambre d'angle, ferma son livre avec soin. Il ôta ses pantoufles, plia ses effets, mais ne parvenait pas à apaiser son esprit. Une tension latente, diffuse, rendait l'atmosphère plus pesante que le silence ne l'admettait. Peu avant minuit, alors que les horloges du rez-de-chaussée sonnaient gravement, un son surgit, une mélodie, loin, lointaine, presque murmurée, une berceuse. Poirot s'assit droit sur le lit. Le son venait des profondeurs de la maison, peut-être d'un couloir, peut-être des escaliers. Une voix féminine, ténue, fredonnait une chanson sans paroles, lente, ancienne. Puis, tout s'interrompit. Un silence brutal, comme si quelqu'un avait refermé une boîte à musique à la hâte. Poirot se leva, ouvrit la porte. Rien, pas même le grincement du parquet. Il referma doucement et resta debout un moment dans l'obscurité, les bras croisés. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un rêve. Quelqu'un ou quelque chose avait chanté. Et dans une maison où l'on prétendait que tout était normal, une berceuse oubliée résonnait comme un appel venu d'un autre siècle. Le matin se leva sous une brume légère. Les premières lueurs tintaient les vitres d'une clarté pâle lorsque soudain, un cri fendit l'air, aigu, humain, suivi d'un silence pétrifié. Poirot descendit aussitôt. Une servante, blême, tremblante, se tenait au seuil du jardin. Les domestiques affluaient. Tous les regards convergeaient vers le même point. Sous le grand chêne, non loin de la haie où Poirot avait vu la silhouette, gisait un corps. Une jeune femme, vêtue d'une cape rouge, allongée sur le côté, ses cheveux épars, les traits calmes, trop calmes. Dans ses bras, un objet incongru, une poupée. Poirot s'approcha, s'agenouilla. La poupée était ancienne, en tissu, brûlée sur une joue. L'odeur légère de suie persistait, comme un souvenir revenu à la surface. Il examina la scène sans toucher. Pas de sang, pas de lutte apparente. Mais quelque chose clochait. Un détail, encore indiscernable, flottait dans l'air comme une vérité encore voilée. Autour de lui, personne ne reconnaissait la jeune femme. « Mais ce n'est pas une domestique » murmura quelqu'un. Et déjà, le murmure s'élevait dans les couloirs. Une étrangère dans une maison close,
une robe rouge sur un corps sans nom, et une poupée brûlée entre ses bras. Le lendemain du drame, l'identité de la jeune femme fut, du moins en apparence, établie. Elle se nommait Élise Lemarchand, ainsi que l'indiquait une lettre d'engagement retrouvée dans ses affaires. Elle avait été engagée 3 semaines auparavant comme nourrice au service de la famille de Bracieux. Pourtant, lorsqu'Hercule Poirot interrogea les membres du personnel et la maîtresse de maison, une étrange confusion s'empara de chacun. Personne ne se souvenait de l'avoir personnellement recrutée. Ni Madame de Bracieux, ni le majordome, ni même la gouvernante ne pouvaient dire avec certitude qui avait signé son contrat. On se souvenait d'elle comme d'une présence discrète, presque effacée, venue sur recommandation, disait-on, mais sans nommer aucun intercesseur. Elle était là, mais comme un reflet dans un miroir, silencieuse, irréprochable, presque irréelle. Et cette absence d'ancrage, de racines vérifiables, éveilla immédiatement la méfiance de Poirot. Une femme sans passé, dans une maison hantée par le sien. Il nota aussi, dans les registres de la demeure, que son nom avait été inscrit à la main, avec une encre légèrement différente, sans date précise. Une anomalie parmi d'autres. Déjà, la figure d'Élise Lemarchand s'esquissait, non comme une victime ordinaire, mais comme un fantôme introduit dans une maison de vivants sans qu'on sache qui l'y avait appelé. La poupée que la défunte tenait contre elle avait été placée sur une chaise du petit salon, soigneusement enveloppée dans un linge. Poirot, seul, s'en approcha pour l'examiner. Il s'agenouilla lentement, ajusta ses gants et observa l'objet avec une intensité que d'aucuns auraient pu juger excessive. Ce n'était pas une poupée ordinaire. Elle était de facture ancienne, probablement cousue à la main, avec un visage brodé et une robe en lin fané. Mais le détail qui attira immédiatement son attention fut la brûlure. Une large trace sombre défigurait la joue gauche du jouet, comme si elle avait été exposée à une flamme vive. Poirot l'inspecta sous différents angles. Ce n'était pas un jouet issu de la nurserie du manoir. Aucun enfant ne semblait l'avoir possédé. Lorsqu'il interrogea brièvement la gouvernante, celle-ci affirma, presque choquée. « Jamais vu cette chose, monsieur Poirot. Ce n'est pas de chez nous. » Le détective ne répondit rien. Il posa délicatement la poupée à sa place, comme on replace un artefact sacré, puis murmura pour lui-même. Une poupée brûlée. C'est l'innocence sacrifiée, ou bien un souvenir que l'on tente d'ensevelir sous la cendre. Et dans cette maison, les souvenirs brûlés semblaient pulluler. Ce fut dans le grand salon, après le déjeuner, que Poirot demanda un entretien avec Madame de Bracieux. Elle accepta avec une réserve polie, comme on accorde une faveur à un homme dont on ne conteste pas la réputation, mais dont on regrette la présence. Elle se tenait droite dans un fauteuil Louis XV, le regard perdu vers les fenêtres closes. « Cette jeune fille, Élise, elle ne vous convenait pas ?» demanda doucement Poirot. La réponse mit un instant à venir. Puis, dans un souffle presque agacé, « Elle était trop silencieuse, trop correcte. Cela n'est pas naturel, monsieur Poirot. Chez les domestiques comme ailleurs, une certaine vivacité est de mise. Elle ne souriait jamais à l'enfant. » Poirot s'inclina légèrement, son regard perçant chaque mot. « Et pourtant, elle faisait son travail. Parfaitement, répondit-elle, avec une raideur étrange. Poirot sentit dans cette économie de mots une tension profonde, un inconfort qu'on ne voulait pas nommer. Cette femme, d'une éducation parfaite, semblait fuir toute émotion, comme si un excès de bienséance masquait un abîme de souvenirs refoulés. Il observe ses mains gantées, croisées sur ses genoux, et nota leur immobilité absolue, aucun tremblement,
aucun signe de trouble apparent, mais le silence, entre chaque phrase, résonnait plus fort que les mots eux-mêmes. C'est dans la bibliothèque, à l'écart des domestiques et de la maîtresse de maison, que Poirot rencontra mademoiselle Violette, la nièce de madame de Bracieux. Une jeune femme d'une trentaine d'années, au teint diaphane, aux gestes flottants. Ses yeux pâles semblaient fixés à mi-distance, comme s'ils voyaient un monde que les autres ne percevaient pas. « Vous connaissiez Élise » demanda Poirot avec douceur. Elle hocha la tête lentement, puis, après un long silence, elle avait une voix très basse, comme un souvenir qu'on n'arrive pas à saisir. Elle esquissa un sourire fragile. Parfois, je l'entendais chanter. Une berceuse, celle de Paul. Poirot se pencha légèrement. Paul, un battement de paupières, une crispation fugace. Mon cousin. Il est mort quand j'étais enfant. La nurserie a été fermée. Personne ne parlait plus de lui. Elle se leva, s'approcha d'une étagère, effleura les reliures sans les voir. Il y a des choses qui reviennent, même si on les a priées de rester enfouies. Les murs murmurent, vous savez, et certaines nuits, j'ai cru voir Céline dans les couloirs. Poirot ne releva pas tout de suite le nom. Il nota seulement la brisure de ton, le tremblement dans la voix, et cette manière étrange qu'avait Violette de mêler passé et présent dans une même phrase. Le docteur Morel reçut Poirot dans son cabinet, installé dans une aile plus récente du manoir. Homme au front large, lunettes cerclées d'acier, regard fatigué. Il paraissait avoir traversé plus de silence que de diagnostic. Une mort sans blessure, sans violence apparente. « Cela vous trouble, docteur » demanda Poirot. « Je suis médecin, pas enquêteur » répondit-il sobrement. Mais ses mains trahissaient une certaine nervosité. Il rangeait et dérangeait ses carnets, comme pour éviter le regard du détective. Elle n'était pas malade, pas de pathologie connue, pas de traitement. Poirot garda le silence, ce qui força le médecin à reprendre, un peu plus bas. Je ne crois pas à un suicide. Et pourtant, il y avait dans cette jeune femme une tension, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Poirot releva une nuance. Vous l'avez observée de près. Par nécessité, elle s'est plainte de migraine à 2 reprises, mais je soupçonne qu'elle cherchait davantage à me parler qu'à se soigner. Il s'interrompit, puis ajouta d'une voix lasse, « Ne remuez pas trop le passé ici, monsieur Poirot. Ce manoir a de vieux murs et d'anciens pactes qu'il vaut parfois mieux ne pas rompre. » En regagnant sa chambre ce soir-là, Poirot prit quelques instants pour s'asseoir près de la cheminée éteinte. Il sortit son carnet, relut ses notes et traça quelques traits discrets dans les marges. Un portrait commençait à se dessiner, celui d'une maison enveloppée de brume morale, de souvenirs étouffés, de douleurs dissimulées sous le vernis des apparences. Chacun semblait habité par une forme de chagrin, madame de Bracieux par un orgueil glacial, Violette par une fragilité insidieuse, le docteur par une lassitude complice, et au cœur de ce réseau de silence, Élise, ou plutôt, une présence que l'on avait laissée entrer sans savoir qui elle était. Un miroir tendu au secret d'antan, et que tous avaient préféré ne pas regarder trop longtemps. La poupée brûlée, la berceuse oubliée, le nom de Paul, le nom de Céline. Autant de filles épars, flottant encore sans nœud. Mais Poirot savait, avec la précision de ses petites cellules grises, que tout ce désordre apparent n'était qu'un langage crypté. Et dans cette maison figée dans le deuil, quelqu'un avait choisi de réactiver une mémoire. Le crime, murmura-t-il intérieurement, n'est parfois qu'un effet secondaire de la vérité revenue trop tard. Dans la lumière tamisée de l'ancienne nurserie, Poirot laissa son regard s'attarder sur les murs,
les meubles miniatures, les jouets figés dans un temps révolu. Rien ne semblait avoir été touché depuis des années, comme si l'on avait voulu sanctuariser un espace dédié à un enfant disparu, tout en l'excluant de la vie réelle. C'est alors qu'il remarqua le tableau, presque caché derrière une armoire au bois fané. Un cadre doré, poussiéreux, contenant une toile de dimension modeste. Il s'en approcha lentement, les mains croisées derrière le dos, puis inclina la tête. Une femme en uniforme rouge, une nourrice sans doute. Elle tenait dans ses bras un petit garçon aux cheveux blonds, le visage tourné vers l'artiste. Le style était naïf, presque maladroit, mais ce n'était pas cela qui troublait Poirot. Non, c'était les yeux. Les yeux de la femme avaient été effacés, pas par le temps ni par l'humidité, mais volontairement, avec une lame ou un objet tranchant. Deux lacérations nettes, violentes, qui tranchèrent la surface de la toile, comme une condamnation. Pourquoi effacer le regard de celle qui veille sur l'enfant? Pourquoi mutiler une image vouée à la protection, à la tendresse? Poirot sentit monter en lui une tension étrange. Ce tableau, ignoré par tous, racontait une vérité que l'on avait voulu faire taire, avec rage. Plus tard, dans la buanderie où le linge séchait lentement, Poirot aborda discrètement Rosalie, la domestique la plus ancienne de la maison. Elle portait un chignon bas, un tablier rêche et une manière d'éviter le regard qui révélait une vie entière de service silencieux. « Madame Rosalie, auriez-vous vu ce tableau, celui de la nourrice en rouge ?» demanda-t-il. Elle pâlit aussitôt, son torchon suspendu dans les airs. Le tableau, oui, il était dans le couloir du premier, autrefois, mais il a toujours été mal placé, monsieur. Ce n'était pas un bon tableau. Poirot s'étonna. En quoi cela? Elle se signa brièvement. Je ne peux pas expliquer. On disait qu'il portait malheur, l'enfant qui était dessus. Il est mort peu de temps après. Et la femme, elle aussi. Alors madame a fait retirer le tableau. Plus personne n'en a parlé. Elle baissa les yeux, comme si le simple fait d'évoquer ce passé appelait un danger. C'était il y a bien longtemps. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas réveiller, monsieur Poirot. Certaines images ne veulent pas qu'on les regarde trop longtemps. Poirot la remercia d'un mot doux, mais ses pensées, elles, s'assombrissaient. Ce n'était pas seulement une toile oubliée, c'était une relique d'un drame, soigneusement ensevelie. Les mots de la domestique, mêlés à la violence du tableau mutilé, conduisirent Poirot à chercher dans les archives locales, puis à interroger discrètement un ancien jardinier à la retraite, aujourd'hui reclus dans une maison modeste du village. Là, la vérité, ou du moins une portion de celle-ci, émergea. 20 ans plus tôt, un incendie avait ravagé la nurserie du manoir. Les journaux n'en faisaient mention que brièvement, comme d'un sinistre domestique sans victime noble. Mais dans les registres de l'église paroissiale, Poirot trouva l'acte de décès de Céline Roche, 22 ans, domestique au service des de Bracieux, mort par asphyxie lors d'un feu accidentel, déclarait-on. Aucune mention d'enquête approfondie, mais ce qui troubla davantage le détective, ce fut l'absence quasi totale de référence à Paul, le fils unique de Madame de Bracieux. Nulle pierre tombale visible, nul hommage. Pourtant, tout indiquait qu'il avait péri dans cet incendie. Pourquoi alors cette invisibilité? Pourquoi céder à l'oubli plutôt qu'au deuil? Poirot comprenait désormais que l'oubli n'était pas naturel, mais imposé. On avait effacé une nourrice, un enfant, un événement. Et dans cette maison, le feu n'avait pas seulement consumé le bois et les étoffes. Il avait emporté 2 vies et une vérité que l'on refusait encore de regarder en face. Le nom de Paul de Bracieux,
flottait à présent dans l'esprit de Poirot, comme une ombre dont on aurait voulu effacer les contours. Il se rendit au presbytère du village voisin, prétextant une recherche généalogique pour consulter les archives paroissiales. Là, entre deux registres jaunis, il découvrit la mention d'un baptême, Paul-Henri de Bracieux, né un 18 avril, et rien d'autre, pas de confirmation de décès, pas de funérailles, pas de messe célébrée, seulement un vide soigneusement entretenu. De retour au manoir, il interrogea discrètement un ancien valet à la retraite, logé dans un petit pavillon du domaine. L'homme, d'abord réticent, finit par murmurer que Paul était bien le fils unique de Madame de Bracieux et qu'il avait péri dans l'incendie de la nurserie 20 ans plus tôt. Mais on ne devait plus parler de ça, ajouta-t-il. Madame a dit que la maison devait rester tournée vers l'avenir, et alors, tout le monde s'est tu. Poirot s'éloigna lentement. Il comprenait désormais que ce silence collectif n'était pas un oubli, mais un choix. Le deuil avait été enseveli sous une chape de convenance, comme si nommer la douleur revenait à l'inviter de nouveau. Et c'est peut-être pour cela que l'image de Paul, elle aussi, avait été effacée. Au fil de ces entretiens, Poirot commença à discerner les contours d'un réseau invisible de coïncidences, de silences et de gestes tus. Les conversations avec la gouvernante, les rares mots échappés de Violette, les tremblements involontaires de Rosalie la domestique, tout convergeait vers un nom que personne n'osait prononcer, mais que chacun semblait reconnaître au fond de soi. Céline, la nourrice de Paul, morte dans l'incendie, et à présent, de manière troublante, l'étrange ressemblance d'Élise avec elle, dans la coupe du manteau rouge, dans la voix basse, dans la manière de se tenir à l'écart, mais de tout observer, formait un écho troublant, comme une répétition du passé sous un autre visage. Poirot savait reconnaître les empreintes laissées par l'injustice. Il avait vu 1000 fois la façon dont les blessures anciennes cherchent à se réincarner. Il n'y avait rien de spontané dans les démarches d'Élise. Sa venue, ses questions discrètes sur la nurserie, son intérêt pour les archives du domaine, tout cela évoquait non une simple curiosité, mais une quête. Il envisagea alors cette hypothèse. Élise n'était pas là pour cacher une identité, mais pour en révéler une. Pas pour dissimuler une faute, mais pour éclairer une mémoire. Et peut-être pour confronter ceux qui, 20 ans plus tôt, avaient laissé une jeune femme périr seule dans les flammes. Les soupçons de Poirot le menèrent au grenier, un lieu rarement visité, dont la clé avait été confiée à la gouvernante pour la forme, mais qu'on préférait oublier, comme on évite un miroir trop ancien. Sous les poutres couvertes de poussière, au milieu de caisses closes et de malles rongées par l'humidité, il trouva un coffre long et étroit. Il l'ouvrit avec lenteur, comme on entr'ouvre un cercueil de mémoire. À l'intérieur, soigneusement plié, reposait un manteau rouge, d'une teinte presque identique à celui porté par Élise. La coupe, les boutons nacrés, la doublure en laine fine, tout indiquait un uniforme ancien de nourrice. Il était resté là, intact, préservé du temps, comme si personne n'avait osé y toucher. Poirot tendit la main, effleura l'étoffe. Une odeur de bois sec, de cire et de silence s'en dégageait. Il n'avait plus de doute. Ce manteau avait appartenu à Céline. 2 manteaux, 2 femmes, 2 époques, et une seule tragédie, répétée comme une incantation dans cette demeure figée. Il referma doucement le coffre. Le passé, semblait-il, avait cessé de dormir. En revenant sur les éléments réunis jusque-là, Poirot s'installa dans le petit salon, attenant à la bibliothèque, carnet en main, les pensées tournées vers Élise le marchand, ou plutôt vers ce que ce nom cachait. Il y avait dans la démarche de cette jeune femme quelque chose de trop précis, trop construit,
Sa discrétion, sa posture, son regard, tout semblait modelé, comme s'il s'agissait non pas d'un comportement naturel, mais d'un rôle soigneusement étudié. Poirot, expert dans l'art d'observer les dissonances subtiles entre le fond et la forme, pressentait désormais que l'identité d'Élise n'était pas le fruit du hasard, mais le produit d'un dessein. Et si elle avait voulu volontairement raviver un souvenir, convoquer une mémoire, s'il ne s'agissait pas d'une tentative de dissimulation, mais au contraire d'une mise en scène, rejouer une silhouette oubliée, celle d'une autre nourrice, disparue, elle aussi dans le silence. Céline. Les dates, les gestes, les vêtements, tout indiquait un mimétisme. Élise ne cherchait peut-être pas à tromper, mais à être vue, non pas comme elle était, mais comme l'ombre de celle qu'on avait effacée. Et dans cette maison de deuil étouffée, cette stratégie ressemblait moins à un mensonge qu'à une provocation lente, presque rituelle. Ce soupçon amena Poirot à revisiter ses notes, les registres de personnel, les lettres échangées. Dans l'un des carnets de la gouvernante, il trouva enfin une mention concrète. Élise le Marchand avait officiellement pris son service le 4 mars. Ce détail, banal en apparence, fit lever un sourcil au détective. Car, selon les registres du presbytère, l'incendie de la nurserie, celui qui avait emporté Céline, et, dans un silence plus opaque encore, le petit Paul, avait eu lieu un certain 5 mars, 20 ans plus tôt. Cette coïncidence n'était pas fortuite. Poirot en était certain. La date n'avait pas été choisie au hasard. Elle avait été placée là comme un rappel, une pierre levée sur un tombeau invisible. Élise, ou celle qui se faisait appeler ainsi, avait cherché à faire résonner l'histoire, à convoquer le souvenir, à forcer l'écho. Dans l'esprit de Poirot, une question émergeait, persistante. Venait-elle venger, révéler, ou simplement se faire reconnaître? Car répéter une date, ce n'est pas seulement revivre un événement, c'est réclamer qu'il ne soit plus oublié. Et dans cette répétition silencieuse, quelque chose d'ancien et de dangereux se réveillait. Ce fut au détour du potager, derrière les serres, que Poirot croisa Jean-Marie, le jardinier au visage buriné et au regard prudent. Profitant d'un moment d'isolement, il engagea la conversation avec la douceur méthodique qui le caractérisait. « Dites-moi, mon ami, la demoiselle, Élise, l'auriez-vous vue près de la chapelle ?» Un silence, puis un mouvement d'épaule, hésitant. « Peut-être une fois, ou deux, » répondit-il. « Elle allait souvent vers les ruines, là-bas, en fin de journée. Je l'ai vue parler avec un homme. » Poirot s'immobilisa. « Quel homme? Je ne sais pas son nom, un type qui ne venait jamais par l'entrée principale. Elle lui donnait quelque chose, je crois. Des papiers ou des lettres. Je n'ai pas voulu regarder. » Le jardinier parlait vite, d'une voix basse, comme s'il récitait une faute ancienne. Il ajouta enfin, plus bas encore, « Il y a des choses qu'on n'aime pas voir ici, surtout autour de la chapelle, depuis l'incendie. » Poirot ne répondit pas, mais l'idée d'une rencontre clandestine, dans un lieu ruiné par la tragédie, resserrait encore les fils de cette histoire. Une femme venue rejouer un rôle, un homme rencontré dans l'ombre, et peut-être un plan tissé à deux. Rappelé à l'esprit de l'affaire par ce nouveau témoignage, Poirot se rendit à nouveau dans le cabinet du docteur Morel, dont le trouble n'avait pas échappé à ses yeux lors de leur premier entretien. « Docteur, dit-il avec calme, vous m'avez parlé de silence, mais certains deviennent si pesants qu'ils finissent par étouffer ceux qui les portent. » Le médecin resta figé, puis, sans un mot, il se leva, ferma la porte à clé et alla s'asseoir en face du détective. Longtemps, il ne dit rien. Puis, il y a 20 ans, une fille de la maison, pas une domestique ordinaire, une suivante,
est tombée enceinte. La direction m'a demandé de m'en occuper discrètement. Poirot resta impassible. La naissance a eu lieu au manoir. Oui, l'enfant a été placé. Officiellement, il n'a jamais existé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais Céline, c'était la mère, et elle n'a jamais eu la force de parler. Il se leva, agité. Je n'ai pas su protéger cette fille, et si Élise est ce que je soupçonne qu'elle est, alors tout ce qu'on a voulu enterrer revient. Et ce n'est pas moi qui pourrais l'arrêter. Poirot incline lentement la tête. Ce n'était pas seulement un crime ancien, c'était une naissance cachée, et peut-être une filiation qui, 20 ans plus tard, réclamait enfin son nom. En fin d'après-midi, Poirot déambula seul dans les allées du jardin. Les arbres nus laissaient passer une lumière blafarde, et le vent s'engouffrait dans les haies avec un sifflement grave, presque plaintif. Il s'arrêta près du vieux puits, songeur. Le manoir de Saint-Loup n'était pas un lieu de drame bruyant ou d'explosion de colère, non. C'était un lieu où l'on cultivait le chagrin comme on entretenait un parterre de roses anciennes, avec constance, avec soin, sans jamais le laisser se faner. Chaque silence, chaque couloir vide, chaque regard détourné parlait d'un deuil qu'on n'avait jamais vraiment fait. La douleur ici n'était pas accidentelle. Elle était entretenue, nourrie par les secrets, repeinte chaque année, à peine dissimulée sous les couches de convenance et de tradition. Poirot murmura pour lui-même. Cette maison ne cache pas la douleur, elle l'organise, elle la met en scène. Et dans ce théâtre funèbre, Élise, ou Claire, ou celle qu'elle était vraiment, avait peut-être voulu jouer le rôle final, celui qui briserait l'illusion. Ce soir-là, Poirot retourna dans le salon où avait été placée la poupée calcinée. Il demanda qu'on lui apporte l'objet une fois encore. Il l'examina cette fois avec la minutie d'un horloger, et ce fut dans la couture, près de la hanche, qu'il trouva ce que d'autres avaient manqué. Un petit nœud serré. Il en écarta les fils brûlés, tira délicatement, et en sortit un minuscule trousseau de fer, une clé, ternie, ancienne, enveloppée dans un tissu noirci par la suie. Poirot déplia le linge avec précaution. Un linge d'enfant, brodé de lettres fines, à moitié effacées par les flammes, mais encore lisible, PDB Paul de Bracieux. Il resta un long moment immobile, le regard fixé sur ces lettres. Cette clé n'ouvrait peut-être aucune porte physique, mais elle ouvrait autre chose, une mémoire, un chagrin. C'était un appel silencieux, une offrande, une provocation. Il pensa à Claire, à Céline, à Paul. 3 prénoms liés dans la même ombre, 3 vies tues par la même peur de la vérité. Et maintenant, dans cette maison, pleine de silence construit, un simple bout de métal, caché dans une poupée brûlée, venait de briser le mur. La nuit tombée. Poirot demanda que l'on rassemble tous les occupants du manoir dans le grand salon. Le prétexte en était vague. Une invitation à la mémoire, à la réflexion, à l'harmonisation des esprits avant que ne surgisse la vérité. Une formule énigmatique, mais à laquelle nul n'osa s'opposer. Le salon, vaste et solennel, n'était éclairé que par des chandelles posées à intervalles réguliers. Leurs lueurs tremblantes projetaient des ombres fragiles sur les tapisseries, les visages, les souvenirs. Madame de Bracieux était assise droite comme un portrait. Violette à ses côtés, les mains jointes. Le docteur Morel, plus pâle qu'à l'accoutumée, évitait le regard de tous. Les domestiques étaient absents, renvoyés pour la nuit. Poirot, au centre, semblait orchestrer une cérémonie silencieuse, presque liturgique. Il ne parla pas immédiatement. Il observe d'abord. Les regards fuyants, les respirations dissonantes, l'attention étouffée dans les gestes les plus simples. Puis, calmement,
Il fit signe au majordome de déposer un petit phonographe sur une table basse. Il y posa un disque qu'il avait demandé discrètement à faire venir de Paris, à partir d'un enregistrement retrouvé parmi les affaires de la défunte. Lorsque l'aiguille toucha le vinyle, la pièce bascula dans un silence plus dense encore. La mélodie s'éleva, d'abord timide, presque enfantine. Une voix de femme, douce et vacillante, fredonnait une berceuse simple composée de notes mineures, lentes, suspendues. Il n'y avait pas de paroles, seulement cette cadence hypnotique, celle d'un souvenir rendu audible. À peine quelques mesures suffirent. Violette blêmie se recroquevilla dans son fauteuil, puis, soudain, poussa un cri aigu avant de s'effondrer, inanimée, sous les bras de sa tante. Madame de Bracieux resta figée, incapable de parler, tandis que le docteur Morel s'élança pour soutenir la jeune femme. Poirot s'approcha, prit un verre d'eau qu'il tendit sans un mot. Peu à peu, Violette reprit conscience, les yeux perdus dans le vide, murmurant des mots indistincts. Elle semblait revenue d'un autre temps. C'était la chanson, murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Oui, répondit Poirot doucement, et elle n'avait été jouée qu'une seule fois, une seule, n'est-ce pas? La pièce entière retenait son souffle. Ce n'était pas simplement une musique, c'était un appel, un fil sonore tendu entre le présent et un passé que tous ici s'échinaient à étouffer. Et par cette mélodie, Claire, ou Élise, avait voulu briser un mur de silence. Et le silence venait de céder. Assise à même le tapis, Violette semblait vidée, les épaules tremblantes. Madame de Bracieux restait impassible, mais ses lèvres s'étaient pincées à l'extrême. Poirot s'agenouilla près de la jeune femme et posa une main légère sur son poignet. « Mademoiselle, cette berceuse, vous la reconnaissez ?» Violette acquiesça d'un hochement presque imperceptible. « Je l'ai composée moi-même, » murmura-t-elle. « J'avais 15 ans. Paul venait de mourir. C'était la seule chose que j'avais pu créer pour lui. Elle ne devait jamais être jouée à nouveau. » Un sanglot monta en elle, qu'elle tenta d'étouffer. Poirot lui tendit un mouchoir, sans commentaire. Personne ne la connaissait, ajouta-t-elle après un silence. Je l'avais écrite sur une portée, et je l'ai cachée dans le pupitre du piano, derrière les partitions. Je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu? Poirot ne répondit pas. Il savait déjà ce que cette révélation signifiait. Et vous ne l'avez jamais chantée devant quiconque. Jamais. Son regard était limpide, vidé de défense. Le silence se fit plus lourd encore. Car si cette berceuse n'existait que dans la mémoire de Violette, alors la voix qu'il avait chantée au soir de la mort d'Élise, et que Poirot avait réussi à capturer, appartenait à quelqu'un qui savait ce qu'il n'aurait jamais dû savoir. Le lendemain, dans le calme revenu du cabinet de lecture, Poirot se pencha de nouveau sur le manteau rouge retrouvé sur la défunte. Il en examina les coutures, la doublure, les ourlets invisibles, comme on déchiffre un texte ancien. Ce n'était pas un vêtement ordinaire. Un détail attira son attention. Un fil blanc cousu en croix à l'intérieur de la doublure, invisible de l'extérieur, mais net, précis. Poirot connaissait cette signature textile. Il avait vu, des années plus tôt, des habits marqués de cette façon dans un couvent de Marseille, spécialisé dans l'accueil des filles perdues, des orphelines, des jeunes mères reléguées par la société. Ces marques discrètes servaient à distinguer les pièces destinées à l'extérieur de celles réservées à l'usage interne. Il fit écrire à un contact sur place. Quelques jours auparavant, un dossier lui avait été transmis. Une trace administrative, un nom. Claire Rosier, admise
en 1916, sorti en 1937, filiation inconnue. Le manteau venait de là, et la jeune femme, venue troubler les fantômes de Saint-Loup, venait sans doute pour réclamer une place qui ne lui avait jamais été accordée. À mesure que les pièces s'imbriquaient, une vérité se dessinait, à la fois simple et dévastatrice. Élise le Marchand n'existait pas. Ou plutôt, elle n'était qu'un masque. Derrière ce nom se tenait Claire Rosier, née dans l'ombre, élevée dans le silence, et revenue là où sa mère avait été détruite. Claire était la fille de Céline. Cela, Poirot n'en doutait plus. Les dates, les lieux, les témoignages confus du docteur Morel. Tout pointait vers une naissance cachée, une filiation niée. Mais au-delà de cette certitude, une question brûlait. Qui était le père? Poirot n'osa l'écrire dans son carnet, mais l'évidence morale s'imposait. Le père de Paul, feu le magistrat de Bracieux, homme de pouvoir et d'apparence irréprochable, avait entretenu une relation ou abusé de sa position avec la jeune Céline. Et Claire, fruit de cette union clandestine, n'avait reçu ni nom, ni héritage, ni reconnaissance. Elle n'était pas venue pour se venger, non. Elle était venue pour exister, en portant l'uniforme de sa mère, en chantant la berceuse de son demi-frère, en murmurant des vérités que les murs refusaient d'entendre. Elle avait tenté de réinscrire son sang dans l'histoire de cette maison. Et quelqu'un, terrifié par ce que cela révélait, l'avait fait taire, dans la chambre qui avait été assignée à Élise, ou plutôt à Claire. Poirot retourna une dernière fois les effets personnels. Il cherchait non pas une preuve, mais un aveu. Et il le trouva. Au fond d'un carnet, à la couverture, tissé, entre deux pages vierges, une feuille avait été déchirée. Mais la suivante portait, à l'encre noire, une ligne unique. Demain, je la confronterai. Pas de nom, pas de date, mais la formulation, nette, déterminée, portait la marque d'une intention imminente. Claire, la veille de sa mort, avait décidé de briser le dernier cercle du silence, la confronter, elle, une femme, une figure d'autorité. Poirot referma doucement le carnet, l'expression grave. Le cercle était presque fermé. Il restait une vérité encore voilée, un geste, une peur, une main qui avait basculé le destin. Et dans cette phrase à demi murmurée, il entendait battre l'ultime élan d'une vie née dans l'oubli et qui s'était achevée en tendant la main vers une reconnaissance jamais reçue. Après les événements de la veille, Poirot demanda à voir Madame de Bracieux en privé. Elle accepta, avec cette même froideur polie qu'elle avait maintenue depuis son arrivée. Dans le petit boudoir, au mur tendu de soie grise, elle s'installa face à lui, droite, lisse, inaltérable. « Je vous écoute, monsieur Poirot », dit-elle avec cette voix nette, dépourvue de chaleur. Poirot incline la tête. « Je viens vous parler de Claire Rosier, fille de Céline. Céline, que vous avez employée autrefois, que vous avez congédiée, que vous avez oubliée, un battement de paupières, léger mais visible. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je ne connais pas cette jeune femme. Quant à Céline, elle n'était qu'une domestique parmi d'autres. Elle a disparu tragiquement? Oui, mais je n'ai jamais eu de raison de m'attarder sur ses origines. » Poirot observe longuement ce visage figé. « Et pourtant, elle a porté votre petit-fils dans ses bras. Elle a habité ses pièces. Et sa fille est morte, ici, madame. » Un silence glacial suivit. La vieille dame ne détourna pas les yeux, mais dans le miroir derrière elle, Poirot aperçut son reflet légèrement tremblant. Un masque fissuré, pas encore brisé, mais prêt à l'être. Poirot resta silencieux, le temps que l'orgueil cède à la vérité. Madame de Bracieux détourna enfin le regard, fixant un vase en porcelaine posé sur une commode. Elle m'avait avoué
qu'elle attendait un enfant, murmura-t-elle. Je l'ai renvoyé. Pour le bien de la maison, pour le silence, pour l'ordre. Elle s'exprimait sans remords apparents, comme si la justification sociale suffisait à laver la faute morale. Poirot fronça à peine les sourcils. « Et vous ne vous êtes pas demandé qui était le père ?» Il valait mieux ne pas poser de questions. Mon mari avait ses fragilités, ses habitudes. Nous avions un nom à préserver. Elle posa ses mains sur ses genoux, lentement, comme si elle concluait une longue bataille intérieure. J'ai offert une somme à Céline, elle a refusé. Elle s'est murée dans un silence obstiné. Et ensuite, le feu, la tragédie. Vous connaissez la suite. Poirot se leva, sans hâte. Il vit, dans la raideur du cou de Madame de Bracieux, une tension qui ne se relâcherait jamais. Ce n'était pas l'oubli qui l'avait guidé, mais la peur de voir le passé éclater, et avec lui, l'image parfaite d'un monde qu'elle avait façonné à coups de silence. De retour dans la bibliothèque, Poirot se posta devant la cheminée éteinte, mains croisées derrière le dos. Il prononça, à mi-voix, les mots qu'il avait désormais assemblés avec certitude, non comme une accusation, mais comme une vérité qu'il fallait dire à haute voix pour qu'elle cesse de hanter. Claire n'est pas revenue pour se venger. Elle n'est pas revenue pour punir. Elle est venue pour faire exister celle qu'on avait effacée, pour donner un nom à sa mère, un visage à son origine. Elle voulait que quelqu'un, ici, dise enfin « Oui, Céline a vécu, elle a aimé, elle a enfanté ». Il s'interrompit un instant, fixant le tapis usé, puis elle aurait pu choisir la rancœur, elle a préféré la réapparition silencieuse, elle n'a pas crié, elle n'a pas réclamé, elle a attendu qu'on la reconnaisse, et personne ne l'a fait. Dans cette obstination douce, dans ce théâtre muet, où elle avait rejoué les gestes d'une mère disparue, Claire avait tendu la main, et cette main, on l'avait repoussée dans le vide. Ce n'était pas un chantage, ce n'était pas un piège, c'était une supplique, et quelqu'un, incapable de supporter cette vérité vivante, avait répondu par la suppression. Poirot s'assit dans son fauteuil, ses pensées tournées, non vers la logique, mais vers l'âme humaine. Il repensa aux gestes d'Élise, ou plutôt de Claire, à sa démarche modeste, à ses silences éloquents, à la manière dont elle s'était glissée dans le quotidien sans y perturber l'ordre apparent. Ce n'était pas là l'attitude d'une femme venue soutirer de l'argent ou fomenter une revanche. Non, elle s'était insérée dans le décor, comme une ombre attendue, une silhouette fantôme venue réveiller une mémoire que tous avaient tenté d'endormir. En revêtant le manteau rouge de Céline, en chantant la berceuse de Paul, Claire n'avait pas agi par machination, mais par nécessité intime. Elle ne cherchait pas à ouvrir un coffre, ni à dévoiler une lettre compromettante. Elle voulait seulement faire battre un souvenir, forcer un regard, rétablir une filiation par la simple présence. Et dans ce manoir de convention, c'était peut-être cela, le crime ultime. Poirot murmura pour lui-même. Il n'est rien de plus dangereux que de réveiller la douleur qu'on avait appris à habiller en silence. Poirot reprit ses carnets. Il relut chaque témoignage, chaque silence, chaque regard. Une contradiction s'imposait, claire comme une note fausse dans une partition familière. Claire n'était pas menaçante en soi, pas plus qu'elle n'était armée. Elle n'avait prononcé aucun mot compromettant. Et pourtant, quelqu'un l'avait tuée. Pourquoi ? Se demanda-t-il à voix basse. Pourquoi tuer une femme dont personne ne savait qu'elle était Claire Rosier ? Et la réponse vint, simple, implacable. Parce que quelqu'un le savait, quelqu'un l'avait reconnu, et ce quelqu'un a eu peur. La peur ne vient pas de l'ignorance, mais du savoir, de la conscience du danger que représente une vérité prête à jaillir. Alors,
Le cercle se rétrécit. Ce ne pouvait être un domestique, ni un villageois. Ce devait être quelqu'un d'intime, de présent, de lié au passé de Céline, à celui de Paul, à l'histoire enfouie du manoir. Quelqu'un qui avait trop à perdre dans l'aveu, et qui, en voyant clair, avait vu se lever un fantôme, non celui d'un corps, mais d'une vérité. Poirot referma lentement son carnet. La vérité, désormais, était prête à parler. Restait à faire tomber le dernier masque. Dans la lumière grise du matin, Poirot retourna examiner la poupée calcinée. Il la prit avec soin, l'observant comme on lit une dernière lettre. Le petit trousseau, découvert dans sa doublure, luisait faiblement. Il n'ouvrait aucune serrure. Il n'avait été conçu pour cela. Ce n'était pas une clé de coffre ni de porte. C'était une clé symbolique, une clé offerte à ceux qui auraient en su reconnaître le geste. Une clé pour forcer la conscience. En l'enveloppant dans un linge brodé aux initiales de Paul, PDB, Claire avait voulu tisser un lien. Entre la mémoire de l'enfant perdu, celle de la mère trahie, et elle-même, fruit invisible de cette douleur. Poirot caressa le tissu noirci par la suie. Il n'était pas question ici de justice pénale, ni même de réparation. Il s'agissait d'un appel, muet, poignant, bouleversant, à ce que l'on regarde enfin en face ce que l'on avait trop longtemps refoulé. La clé ne devait pas ouvrir une porte. Elle devait ouvrir un cœur, et l'un d'eux, incapable de le supporter, avait choisi la seule issue qu'offre la peur, l'effacement. Mais l'effacement n'est jamais complet. Pas tant que la vérité attend, tapie dans le silence. Le silence retomba sur les jardins de Bracieux comme une toile tirée sur une scène. Sous les rosiers redevenus paisibles, la petite assemblée se tenait figée, entourée de parfums suaves et de souvenirs muets. C'était là, précisément là, que Poirot avait, pour la première fois, aperçu la silhouette rouge glissant dans la pénombre. Un éclat de douleur, travesti en mystère. Il avait demandé que tous se réunissent, sans question. Et tous étaient venus, contraints par cette force tranquille que Poirot savait déployer avec une politesse impérieuse. Madame de Bracieux, sévère, droite comme un juge. Mademoiselle Violette, pâle, la main crispée autour de son mouchoir. Les autres, confus, incertains. Poirot leva une mano. « Je vous prierai de ne rien dire. Le silence est parfois plus révélateur que 1000 paroles. Il nous reste un dernier instant à comprendre. Un moment qui s'est joué ici, sans témoin véritable, sauf les fleurs, et peut-être le cœur. » Son regard se posa tour à tour sur chacun, comme pour sonder les ombres encore présentes. Puis il s'avança doucement, les bras croisés derrière le dos, comme un prêtre en procession. Ce n'était pas un interrogatoire, c'était une reconstitution, une cérémonie, et nul ne pouvait s'en extraire. Poirot s'arrêta à l'endroit exact où la terre, légèrement remuée, conservait encore la trace du drame. Il se pencha, effleura une feuille, puis se redressa avec lenteur, mesurant chaque geste comme on déroule un fil. La nuit était fraîche. Claire portait le manteau rouge. Elle marchait lentement, car elle espérait. Pas un affrontement, non, mais une reconnaissance. Elle pensait que, peut-être, quelqu'un la verrait enfin, comme elle était, Claire et non Élise, Claire Rosier. Il tourna légèrement la tête vers Violette. « Vous, mademoiselle, étiez là. Vous avez quitté votre chambre. Le bruit de la berceuse vous avait réveillé. Et vous avez suivi cette silhouette, pas pour l'accuser, pas pour la chasser, mais parce qu'un vertige vous avait saisi, celui du passé qui revient sans crier gare. Les rosiers frémissaient sous le vent léger. Le temps semblait suspendu. C'est alors que tout s'est joué, une phrase, un geste,
une peur, la terreur, peut-être, que tout ce qui avait été refoulé, bâti, déguisé en convenance, ne vole en éclats. Et dans ce moment de vertige, un faux pas, une poussée, un cri étouffé, puis le silence, oui, celui qui revient toujours, après l'aveu inavoué. Poirot se redressa, plus grave encore. Le mobile n'était pas la haine, il n'était pas non plus l'intérêt, c'était la douleur, une douleur si profonde qu'elle en devenait insupportable, une douleur qui ne supporte pas le reflet. Il regarda Violette, qui baissait désormais les yeux, incapable d'affronter ce que sa mémoire savait. « Vous aimiez votre frère, mademoiselle ?» Paul. Vous l'aimiez d'un amour pur, dévasté par la mort et par le silence qu'on avait fait autour de lui. Et Claire, sans le vouloir, a ravivé cette douleur, en chantant cette berceuse, en apparaissant dans ce manteau, en ramenant Céline, Paul, et ce que la famille Mto avait choisi d'oublier. Il marqua une pause. Ce n'est pas un crime prémédité, c'est un geste de panique, une réaction humaine, tragique. Mais vous avez ensuite voulu transformer cela, envelopper l'acte d'un voile de mythe, un corps parmi les roses, une silhouette de conte, pour que cela semble irréel, presque beau, presque légendaire. Poirot fit quelques pas. Mais derrière le conte, il y a toujours une vérité nue. Une vérité que vous avez tenté d'ensevelir dans le deuil, comme on jette une pierre dans un puits. Sauf que le puits, lui, garde l'écho. Un frémissement courut sur le visage de Violette. Elle se tenait immobile, mais une tension étrange animait ses épaules. Poirot s'adoucit. Il connaissait ces instants où l'âme se fragilise, où la frontière entre défense et aveu devient poreuse. Vous ne l'avez pas tuée pour ce qu'elle représentait, mademoiselle. Vous l'avez tuée parce qu'elle avait franchi un seuil que vous aviez vous-même refermé à double tour. Il s'approcha d'elle, mais sans dureté. Le manteau rouge, vous saviez ce qu'il évoquait. Il appartenait à Céline. Il portait encore son parfum d'absence. Et vous avez voulu qu'il reste cela, un vêtement de fantôme, pas une preuve vivante. Elle tourna lentement la tête vers lui, les yeux voilés. Il poursuivit, presque dans un murmure. En la laissant là, entre les fleurs, vous avez inventé une légende. Vous avez transformé Claire en apparition. Cela vous semblait plus supportable que d'admettre qu'elle était bien réelle, qu'elle respirait, qu'elle pleurait, qu'elle cherchait sa mère dans vos yeux. Le silence qui suivit ne fut plus de plomb, mais de verre. Il était prêt à se briser. Et le verre se brisa. Violette vacilla, puis s'assit brusquement sur le banc de pierre, la tête entre les mains. Un long soupir s'échappa de ses lèvres. Pas un sanglot, un souffle égaré, venu de loin. Je ne voulais pas. Elle m'a effrayé, elle savait. Elle me regardait comme s'il fallait que je dise les mots que personne n'avait jamais osé prononcer. Poirot ne répondit pas. Il la laissa dérouler le fil. Elle a murmuré « Je suis Claire » et j'ai reculé. Je ne voulais pas qu'elle existe, pas ici, pas dans cette maison. Alors j'ai crié. Je crois que je l'ai poussée. Elle a glissé. Je n'ai pas réfléchi. Elle leva les yeux, brillant d'un désespoir sans théâtralité. Je suis revenu plus tard. Elle ne bougeait plus. Alors j'ai arrangé son corps. Je l'ai couché parmi les rosiers, comme une image, une icône. Je me suis dit que si elle paraissait belle, intacte, peut-être qu'on oublierait le geste, peut-être qu'on croirait à une illusion. Poirot s'agenouilla devant elle. Il murmura « Mais vous, mademoiselle, vous n'avez pas oublié. » Elle secoua lentement la tête, comme si elle répondait à une voix intérieure. Et sous les roses, ce jour-là, ce ne fut pas la justice qui triompha, ce fut la mémoire, enfin, rendue à sa vérité. Les marches menant au grenier étaient étroites, irrégulières, et exhalant une odeur de bois ancien,
mêlées à celles des souvenirs que personne n'osait remuer. Poirot les monta seul, sans empressement, comme s'il gravissait non pas un escalier, mais les couches successives d'un passé enseveli sous les années. Le grenier était vaste, encombré. Ici, une malle éventrée laissait entrevoir des rubans d'enfance et des costumes de fête fanés. Là, un cheval de bois, au regard éteint, semblait attendre un cavalier disparu. Un fauteuil d'osier, abandonné sous une toile poussiéreuse, portait encore la forme d'un dos oublié. Rien n'était à sa place, ou plutôt, tout était exactement là où le silence l'avait exilé. Poirot se déplaça lentement parmi ces vestiges, les mains croisées, le regard attentif. Chaque objet, aussi banal fût-il, semblait chargé d'un langage muet, celui des choses qu'on ne dit pas, qu'on repousse, qu'on range en hauteur pour ne plus y penser. Il s'arrêta devant un petit coffre en bois clair. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, soigneusement pliés. L'un portait une étiquette effacée, mais la broderie au fil rouge disait encore « Clair ». Le cœur de Poirot se serra. Ce n'était pas un indice, c'était une relique, un fragment de vérité que personne n'était venu chercher. Assis à un vieux secrétaire, entre une boîte à couture rouillée et une lampe à pétrole dont la mèche s'effilochait, Poirot tira de sa poche un feuillet de correspondance. Il lissa le papier d'un geste méticuleux, prit son stylo-plume et écrivit lentement. À la révérende sœur Marie-Benoîte, couvent des Sœurs de la Compassion, Marseille. Je vous prie de bien vouloir veiller à ce que mademoiselle Claire Rosier, récemment décédée à Saint-Loup, soit inhumée sous son véritable nom. Il marqua une pause, puis ajouta « Elle fut fille d'une femme nommée Céline, injustement réduite au silence. Sa vie, bien que brève, mérite d'être nommée avec exactitude et décence. Je vous remercie de votre bienveillance. » Poirot signa, non par devoir, mais par fidélité à une justice plus intime que celle des tribunaux, celle des âmes qui réclament simplement d'exister. Ce n'était pas un geste spectaculaire, il ne réparerait pas les années volées, les regards évités, les mots que l'on n'avait pas su dire à temps. Mais il avait son poids. Il portait en lui l'élégance d'un adieu fait avec soin, car le nom de Claire, une fois écrit, ne pouvait plus être effacé. Dans le grand salon, où les voilages laissaient entrer une lumière pâle, Madame de Bracieux demeurait immobile, ses mains croisées sur ses genoux, le menton légèrement relevé. Elle regardait droit devant elle, sans un mot, sans une larme. On eût dit une statue funéraire, façonnée dans le marbre le plus dur. Aucune émotion ne troublait son visage, aucune fatigue n'alourdissait ses traits. Elle avait décidé de ne pas réagir, ni en colère, ni en chagrin. Elle tenait son rang jusqu'au bout. Pourtant, en la regardant ainsi, on pouvait se demander ce qui l'habitait vraiment. Était-ce le déni, l'orgueil, ou bien cette forme de désespoir qu'éprouvent ceux qui ont refusé, toute leur vie, de nommer les fautes dont ils avaient été témoins? Elle n'avait pas dit un mot depuis la confession de Violette. Elle n'avait ni blâmé, ni consolé. Peut-être, en vérité, n'avait-elle jamais su comment aimer, ni Céline, ni Paul, ni même sa petite fille venue mendier un regard. Et maintenant que tout avait été dit, elle restait là, droite, muette, figée dans une dignité glacée, comme si le silence était son dernier refuge, ou sa dernière punition. Poirot quitta la maison sans cérémonie. Il n'y eut ni adieu officiel, ni remerciement convenu. Ce n'était pas un lieu où l'on se saluait chaleureusement. Saint-Loup gardait ses secrets jusqu'au bout. Il traversa lentement le jardin, laissant derrière lui les haies taillées avec une rigueur militaire, les statues moussues, les rosiers, où, jadis, une silhouette en rouge avait glissé entre les ombres. Rien n'avait changé, et pourtant, tout portait,
une teinte nouvelle, celle des choses révélées trop tard. En passant devant la grille, il s'arrêta un instant. Le vent agitait doucement les branches du grand être, comme un soupir ancien. Il pensa à Claire, à son regard fixe, à ses silences obstinés, à sa quête inavouée d'existence. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas réclamé, elle avait simplement cherché à entrer, à faire partie, à être reconnue. Poirot remit son chapeau avec lenteur. Il est des vérités que l'on cache si longtemps qu'elles deviennent des fantômes. Mais il suffit d'un geste, d'un nom rétabli, pour les faire revenir parmi les vivants. Et sur cette pensée, il franchit le portail, sans se retourner. Dans le compartiment du train qui le ramenait vers Paris, Poirot demeura pensif. Le paysage défilait, vert et paisible, indifférent aux drames humains. Il tenait entre ses doigts une enveloppe scellée, celle qui porterait le nom de Claire jusqu'à Marseille. Il se demanda, non pour la première fois, si les morts avaient besoin de vérité, ou si ce besoin n'était que le reflet des vivants. Claire aurait-elle préféré qu'on ignore tout, ou bien espérait-elle, en silence, qu'on l'appelle enfin par son nom? Est-ce une bonté que de réveiller les douleurs enfouies, murmura-t-il, ou bien une cruauté de ne pas les laisser reposer? La justice, il le savait, n'était pas toujours un soulagement. Elle pouvait être un éclat tranchant, qui blessait ceux qui croyaient avoir survécu. Il pensa à Violette, à Madame de Bracieux, à Céline, à tous ceux qui avaient choisi l'oubli, par faiblesse ou par amour. Puis il reposa l'enveloppe, croisa les mains sur sa canne et ferma les yeux. Il n'y aurait pas de réponse, pas cette fois, mais la question, elle, resterait, comme toutes celles que le cœur humain n'ose jamais formuler à voix haute. Certaines vérités, lorsqu'elles émergent enfin, ne réclament ni triomphe ni vengeance, seulement le silence que mérite la douleur reconnue. Et vous, auriez-vous eu le courage de nommer le passé, même au prix de briser la paix des vivants? Si cette histoire vous a touché, likez-la, commentez votre réponse à la question, et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères tissés dans l'ombre. Il est des blessures que seul un murmure peut apaiser.